C'est bon? Ok. Alors, là, je vais passer au plus sympa. Je pense que c'est là où il y aura beaucoup plus de questions. Donc, qui dit ouverture du marché à la concurrence sur l'apprentissage dit quand même une contrepartie, c'est-à-dire une certification qualité. Alors, avant de rentrer dans cette certification, sachez que tous les lycées, publics comme privés, et tous les CFA ont une obligation de transparence sur leurs données publiques en termes de résultats. Et donc, vous êtes concernés aussi sur vos résultats d'établissement. La transparence vis-à-vis du public. Vous voyez les critères, réussite au diplôme, rupture, poursuite d'études, insertion professionnelle, valeur ajoutée. Ce sont, entre guillemets, ces indicateurs qui va vous demander d'afficher sur vos plaquettes de communication, sur vos sites internet, des infos qui doivent être publiques et qui vous permettent aux gens de faire, entre guillemets, une comparaison par rapport au territoire. Ça, c'est des choses qui concernent tous les lycées privés, les lycées publics, agricoles et tous les autres, et les CFA. En plus de ça, il y a en fait une certification qualité qui est obligatoire pour tous les organismes de formation qui veulent aujourd'hui bénéficier de fonds publics et de fonds mutualisés. Fonds mutualisés, c'est les fonds OPCO. Les fonds publics, c'est Pôle emploi, région, et après, tous les fonds publics dans le cadre de la partie handicap. Et donc, ça concerne 4 types d'organismes. Les organismes de formation continue, qui étaient pour eux déjà datadockés, ceux qui connaissent Datadoc, et même les CFA qui font du CFPPA sont datadockés. En fait, grosso modo, Datadoc, c'était l'étape 1, la certification de la qualité, c'est l'étape 2. D'accord ? Ça, les organismes de formation qui font de la formation courte, certifiante ou non, ont l'obligation aujourd'hui de passer cette fameuse certification qualité. Les deuxièmes, et ce sont pour eux une nouveauté, ce sont tous les CFA qui font de la formation par apprentissage, que ce soit les historiques, ceux qui existent, ou les nouveaux, d'accord, vont devoir se faire certifier qualité sur ce fameux référentiel qu'on va détailler. Et les troisièmes, ce sont les bilans de compétences. Donc les structures de bilan de compétences ont aussi une obligation de certification. Je ne crois pas qu'il y en ait dans les salles. Et ceux qui font de la VAE aussi, donc valide d'acquis d'expérience, ont une obligation aussi de certification. Et vous pouvez très bien être un organisme qui fait les 4, et donc vous allez devoir, entre guillemets, respecter une certification pour les 4 activités. Mais en fait, vous êtes aussi du monde de l'agriculture, alors pas uniquement, mais une grosse partie. Et donc tous les CFA, tous les lycées publics agricoles qui font de l'apprentissage ont un petit cadeau de la part de leur ministère. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont devoir répondre au référentiel 132 qui a été généralisé et obligatoire pour tous les lycées professionnels qui font de la formation par apprentissage et ministère de l'Agriculture, qui est en train d'être retoiletté et proposé par la FNOR à partir de septembre 2019. Je rentrerai dans le détail tout à l'heure, mais c'est la petite nouveauté, c'est-à-dire que vous allez devoir respecter les fondamentaux de ce que je vous ai présenté, plus les plus du ministère. Donc, cette nouvelle certification, comme je vous l'ai dit, reprend en fait l'histoire de Datadoc. Datadoc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un certain nombre de critères et d'indicateurs qu'on devait respecter. Sauf qu'à la différence, on devait aller sur un site internet, montrer des modalités de preuve, et c'était du déclaratif. Et on avait des gens derrière qui validaient, qui ne validaient pas. Et vous étiez certifié. La différence ici, c'est que cette nouvelle certification, c'est un audit. C'est-à-dire que vous allez avoir quelqu'un qui va venir dans votre établissement et dans vos différents sites de centres de formation et qui va venir checker entre un jour et, pour certains, pour les plus grosses structures, quasiment à 7-8 jours, de certification. Et donc, il va éplucher toute votre organisation, tout votre fonctionnement et vérifier, entre guillemets, si vous répondez aux fondamentaux des fameux indicateurs. Comme je vous l'ai dit, il y a la formation continue qui est concernée, certifiante ou non. Donc, par exemple, les constructeurs qui vendent ici de la formation, on va dire à leurs clients,
vous êtes concerné. Donc Datadoc plus cette partie certification. Datadoc n'aura plus aucune valeur à partir du 31 décembre 2020. La certification obligatoire pour pouvoir obtenir des fonds mutualisés ou publics à partir du 1er janvier 2021. Pour les CFA qui sont déjà existants, vous avez une année supplémentaire au 1er janvier 2022. Mais le bémol, c'est que si vous faites de la formation continue dans la même structure juridique, vous avez deux choix. Soit faire une certification formation professionnelle continue d'abord et un an plus tard apprentissage, soit pour des raisons économiques de faire les deux en même temps, et donc au 1er janvier 2021. Donc grosso modo, vous avez un an pour vous préparer ou mettre en place votre certification. Ça, c'est la formation continue. Après, tous les autres, apprentissage, bilan de compétences et VAE, vous avez en fait un tronc commun pour tout le monde dans ces critères et ces indicateurs, et vous avez des indicateurs spécifiques pour chacun d'entre eux. Des indicateurs spécifiques à l'apprentissage, spécifiques en fait, à la VAE, et spécifiques au bilan de compétences. D'accord ? Donc ça, c'est 32 indicateurs. Par rapport à ça, donc le certifieur qui va être en fait, je fais une parenthèse, les certificateurs, ce sont des organisations qui ont posé des dossiers auprès de la COFRAC et qui va les valider. Vous en avoir 15-20 qui vont être certifiés par la COFRAC pour pouvoir certifier les organismes de formation par rapport à un certain nombre de choses. L'auditeur va venir dans vos établissements et va checker et il va retenir 3 notions. Indicateur validé, c'est-à-dire que par rapport aux modalités de preuve qui sont sorties, là il y a un guide d'audit qui est sorti jeudi après-midi, il me semble, mercredi-jeudi. Il va regarder et il va regarder si, entre guillemets, ça répond ou ça ne répond pas à l'indicateur. Si c'est validé, pas de problème. Si ce n'est pas validé ou à moitié validé, on va appeler ce qu'on appelle une NC, une non-conformité mineure. La mineure, c'est que c'est à moitié fait et que ça ne répond pas totalement à ce qu'on attend. La NC majeure, c'est quand, entre guillemets, ça ne correspond pas du tout ou c'est pas fait du tout. Et donc là, automatiquement, c'est une majeure. Une majeure, c'est KO, c'est-à-dire que vous n'avez pas la certification. Et si vous n'avez pas la certification, vous ne pourrez pas toucher de fonds publics ou de fonds mutualisés, c'est-à-dire le coût contrat ou les différents fonds de formation. 5 mineurs, une majeure. Et donc vous voyez bien que sur 32 indicateurs, c'est facile de faire des majeurs ou des mineurs. Parce que là, c'est plus du déclaratif. C'est un vrai contrôle où vous allez avoir quelqu'un entre 2 à 3 jours qui va venir voir ce que vous faites et qui va, entre guillemets, échantillonner sur des formations et qui va regarder ces différentes spécificités. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des indicateurs qui sont plus importants que d'autres. Et certains, s'ils ne sont pas mis en place, même moitié, ils pourront directement être considérés comme une majeure. Et une majeure, c'est 3 mois minimum avant de pouvoir repasser la certification. Vous devez mettre un plan d'action et il doit y avoir un contrôle, soit à distance, soit en présentiel, pour voir si vraiment la majeure a été, entre guillemets, traitée et améliorée. Donc vous pouvez très bien vous retrouver très rapidement avec 3-4 mois, entre guillemets, sans financement ou un délai sans, entre guillemets, certification. Avant que je rentre dans le détail des 4-5 champs importants des indicateurs, que je vous explique ce qui va vous attendre, est-ce que vous avez déjà des questions par rapport à ça ? Non ? Pas du tout ? Ok. Ça va ? Ouais ? Bon. Je ne vous ai pas endormi pour l'instant ? Oui. Micro. Pardon. Juste pour savoir, je me suis déjà présenté tout à l'heure, pour savoir qui allait, les organismes certifiés, de contrôle, pardon, sont liés aux OPCO, qui les intègrent en fait, voilà. En fait, alors il y a plusieurs notions à savoir. Première chose, comme je vous l'ai dit, les organismes certificateurs qui vont vous dire que vous êtes OK. Ce sont des organismes privés ou semi-publics, la FNOR par exemple, Bureau Veritas et tous les autres, qui vont ou pas recevoir entre guillemets une certification de la COFRAC et qui vous pourrez mobiliser pour vous certifier. D'accord ? Ça, c'est la première chose. De toute façon, tous les CFA, alors vous êtes MFR, mais tous les lycées, par exemple, publics et agricoles, vous n'avez pas de choix. Hein. Vous, automatiquement, ça sera la FNOR parce que vous êtes sur le référentiel 132. Le point qu'il faut savoir, c'est que
en plus de ce contrôle-là, donc ça me permet d'amener, vous serez contrôlé tous les 1 an et demi. D'accord ? Certification année 0. 1 an et demi plus tard, vous avez un contrôle de suivi, présentiel, distanciel en fonction du choix du certificateur. Et après, tous les 3 ans, c'est-à-dire 1 an et demi plus tard, vous devez le renouveler. D'accord ? Donc c'est un renouvellement tous les 3 ans, avec un suivi à chaque fois. Ceux qui ont déjà une certification qualité, ce qui peut avoir lieu si vous avez déjà ISO 9001, OPQF et tous les autres, vous avez en fait des règles d'audit plus allégées que les autres. D'accord ? Donc par exemple, ceux qui étaient reconnus par Datadog, en fait, vous avez juste certains indicateurs spécifiques à contrôler et à mettre en place, qui seront, on va dire, vous avez votre journée d'audit avec votre PQF traditionnel, il va sûrement faire évoluer son certification parce qu'elle a changé avec, etc. Et après, lui, il aura juste à contrôler les indicateurs qui ne correspondent pas, on va dire, à sa certification qualité déjà mise en place. Et donc, le deuxième contrôle, et ça c'est important que vous le sachiez, c'est que, juste vous apporter une réponse, pardon. Non, mais pas de problème. Le certificateur donc, fait ce contrôle-là, mais vous avez aussi les OPCO ont la possibilité de faire des contrôles supplémentaires. C'est-à-dire que s'ils considèrent qu'ils ont eu des remontées, etc., ils peuvent très bien vous dire « Ok, dans une semaine, on vient vous auditer et vérifier ce qui se passe, les problèmes, et remettre en cause votre certification. » D'accord ? Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui ? On prend ces deux-là et après je propose d'avancer parce qu'il ne reste plus qu'une demi-heure. Pour... Oui. Ouais, Qui paye le certificateur ? L'établissement. L'établissement. Et le contrôle de l'OPCO est d'un rang supérieur à la certification du certificateur. Ça sera la même chose en fait, mais oui, il y aura un contrôle, ouais. Alors, je vais avancer, parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts par Mathilde. Et j'ai pas envie. Je vais vous parler de 4-5 on va dire, famille d'indicateurs, d'accord, que vous devez comprendre, qui, dans la partie formation continue et apprentissage, vont être importants à comprendre. La première chose, c'est le critère numéro 7 avec les indicateurs 30, 31 et 32, qui vous oblige à mettre un système d'amélioration continue en interne du CFA ou de l'établissement ou de l'établissement. Il faut savoir qu'entre parenthèses, cette norme, ce nouveau référentiel est très proche de l'ISO 9001 sur la partie qualité de service. D'accord ? Donc vous devez mettre en place un système d'amélioration continue. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous devez avoir des questionnaires de satisfaction à chaud et à froid auprès de vos clients, c'est-à-dire les jeunes et les entreprises. Que vous devez, entre guillemets, avoir une définition, c'est pas entre guillemets clairement indiqué, mais de vos processus de fonctionnement avec des indicateurs de performance et donc derrière un suivi des non-conformités, des difficultés que vous pouvez rencontrer dans ces processus et les suivre dans le cadre d'un plan d'action, c'est-à-dire un plan, c'est-à-dire difficulté de planning, difficulté de plein de choses, en tout cas ce qu'on peut connaître dans le monde de l'entreprise, dont la formation qui peuvent poser problème en termes de qualité. Donc les remontées de vos clients, bonnes ou mauvaises, des plans d'action, des actions correctives et des actions d'amélioration. Ça, c'est toute la partie, on va dire, d'amélioration continue sur la partie critère numéro 16 qui est obligatoire aujourd'hui et qui est un champ important de cette certification. D'accord ? Donc là, voilà, vous allez être sur les remontées et sur l'amélioration continue par rapport à vos clients. Un point important, il est possible qu'on regarde si vous avez traité les commentaires sur Internet des personnes qui parlent des choses sur vous. Donc, quelqu'un qui fait un commentaire négatif ou positif, on ne vous demande pas d'y répondre ou de mettre en plan, au moins de l'avoir traité, de dire on l'a pris en compte, voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'on a fait si on veut faire quelque chose. D'accord ? Ça, c'est la première famille, qui est pour moi une des plus importantes du modèle. Deuxième chose, c'est la partie veille et contexte. Vous avez l'obligation en tant qu'organisme de formation, et là ça concerne autant l'apprentissage que la formation continue, et le critère d'amélioration continue pareil, c'est d'être capable
d'identifier les besoins de compétences de votre zone de chalandise, votre zone d'activité, et d'identifier, entre guillemets, une sorte de stratégie. Ce qu'on appelle en fait un SWOT, en fait, menace, faiblesse, opportunité, menace. Et ça, en fait, d'être capable de le montrer. Et c'est pour ça que je vous disais tout en amont de cette présentation, l'importance d'être très proche, on va dire, des observations métiers et compétences des OPCO, et votre capacité à identifier ce qui a été défini dans les compétences de demain pour pouvoir, entre guillemets, y définir une stratégie d'établissement. C'est purement, entre guillemets, une des notions importantes de l'ISO 9001 qui a été reprise dans cette certification. Ensuite, vous avez toute la partie veille juridique et veille législative. Donc vous devez montrer que vous avez une veille organisée qui vous permet d'interagir par rapport à la nouveauté. Donc par exemple, être capable de savoir ce qui est dans la réforme qui a été votée et qui vous impacte et qu'est-ce que ça déduit par rapport à votre organisation. Deuxième chose, veille pédagogique et innovation pédagogique. Vous devez aussi montrer que vous faites des recherches sur cette partie innovation pédagogique pour impacter demain votre façon de faire. Innovation technologique, donc toute la partie outils numériques, et qu'est-ce que ça peut apporter dans votre travail. Donc ça, c'est toute la partie critère numéro 6 et toute la partie veille et contexte. Ensuite, l'autre point important, c'est la partie gestion des ressources humaines et toute la partie, on va dire, outils pédagogiques. Vous devez... et vous, en fait, bon, j'ai pas les directions en face de moi, mais vos directions, quand ils vous recrutent, ont une obligation maintenant de justification de positionnement de vos compétences. C'est-à-dire pourquoi ils vous recrutent, quelles compétences ils ont validées, par rapport, entre guillemets, aux missions que vous allez réaliser et aux interventions dans vos formations. Ça, c'est une première chose en amont, que ce soit des intervenants extérieurs ou ceux qui sont simplement salariés, c'est-à-dire qu'on appelle les indépendants sous-traitants de la formation. Et ça, c'est exactement la même chose pour la partie entreprise. Ensuite, il y a une obligation de suivi de vos compétences et donc de contrôle. On doit, vos organismes vont, et je pense qu'ils le font déjà, mais mettre en place des entretiens individuels, mais aussi être capable de valider si vos compétences sont toujours les bonnes par rapport, entre guillemets, à ce qu'on attend de vous sur vos formations. Et donc, on va vous contrôler. Alors, contrôler, j'aime pas trop le mot, mais vous auditez régulièrement pour voir, entre guillemets, si vous répondez correctement à ce qu'on peut attendre de vous en tant que formateur. Et donc, ça amène automatiquement au plan de formation, plan de compétences obligatoires dans les centres de formation, et en tout cas de ceux qui vendent de la formation sur les fonds publics, et donc obligation de vous former et de mettre en place un certain nombre de choses. Par exemple, la journée à Prodema, les journées à Prodema est complètement une réponse de justification de la mise en place, entre guillemets, d'ateliers autant de la partie veille que de la partie nouvelles compétences. D'accord ? Donc ça, c'est un point à savoir, c'est que c'est le troisième niveau pour moi qui est important, c'est l'importance de la gestion des ressources humaines qui interviennent dans le cadre de la formation. Quatrième, vous avez l'obligation d'information, d'accord, au niveau des publics, qui sont exactement les mêmes que la Datadoc, avec des obligations spécifiques pour le CEFA, je ne rentrerai pas dans les détails. Mais sachez un point important, c'est que vous devez maintenant expliquer à vos jeunes et aussi aux personnes que vous formez quand vous êtes dans la formation continue, les équivalences de chacun de vos diplômes et les passerelles en différents diplômes. Je vous parlais tout à l'heure, je vous rappelle, je vous disais que le RNCP obligeait maintenant à faire des liens entre les différents titres et les différents blocs de compétences. Et bien là, on y est aussi. Vous devez être capable d'expliquer en fait à chacun de vos apprenants s'il valide telle compétence ou tel titre, quelle est la passerelle, la suite ou l'équivalence qu'il peut valider avec les autres titres RNCP que d'autres structures peuvent posséder. Ça, c'est un travail à faire. Un vrai travail de petites mains, mais c'est un travail à faire, entre guillemets, sur vos diplômes respectifs. Ça, c'est la partie information. Avant que je passe à la partie pédagogique, est-ce qu'il y a des questions ? Des remarques ? Oui, là. J'en avais juste une en tant qu'entreprise, c'était si on décidait de passer en formation gratuite, non payante, dans des entreprises où on fait de la formation, on s'affranchit de tout ça. Du moment que vous ne demandez pas de fonds mutualisés, fonds publics, aujourd'hui, la certification ne vous concerne pas. C'est du moment qu'aujourd'hui, vous demandez de l'argent
public. Après, donc ça c'est dans le cas de vous demander des fonds publics ou des fonds mutualisés, donc OPCO ou Pôle emploi et région. C'est obligatoire. Mais attention, ce qui peut arriver, et ce qui à mon avis va arriver, c'est que cette norme-là devienne une référence. Et que vos clients entreprises, même si votre formation est gratuite, vous demandent si vous êtes certifié ou pas. Et ce qui fera entre guillemets le choix entre la concurrence sur un marché ouvert de la formation continue. Oui. C'est déjà le cas avec Datadoc. Hein. Il y a des entreprises privées qui payent cash et qui demandent si vous êtes Datadocké. Oui. Oui, c'était juste une remarque. Donc, moi, je suis toujours au lycée professionnel de Carmaux, donc c'était tout simplement pour dire que voilà, je ne vends pas de la formation. Voilà, tout simplement. Je fais de la formation, mais je ne la vends pas pour l'instant en tout cas. Oui, mais après, c'est un choix de vocabulaire. Mais quand vous considérez qu'il y a des clients, automatiquement, il y a un mode, alors vend indirectement, mais sur la formation continue, vous faites de la vente. Hein. Alors sur l'apprentissage, c'est un peu différent, spécifique. Mais bon, je peux comprendre que le mot vous choque. Je l'utilise un peu pour faire exprès, mais voilà, on n'est pas loin de la réalité. D'autres remarques ? Oui. Excusez-moi. On vient de TripAdvisor, c'est ça? Ça s'appelle comme ça? TripAdvisor. Voilà. Ben, on vient de le rentrer dans le système de la formation. C'est différent parce que TripAdvisor... non, on note. Pardon? On note. Donc oui, il y a de la notation, mais voilà. Sur TripAdvisor, vous n'avez pas d'obligation, les restaurants n'ont pas d'obligation, entre guillemets, de passer une certification qualité. Oui, donc c'est encore pire, quoi, en fait. Non, c'est juste, en fait, je veux dire, la certification qualité, c'est juste aujourd'hui 20 ans, 30 ans d'abus, autant du côté CFA que formation continue, et que l'objectif aujourd'hui, on récupère, entre guillemets, de tous les gâchis d'argent et, entre guillemets, les gens qui ont abusé voilà, sur les 30 dernières années. Et l'objectif aujourd'hui, c'est d'aller sur un norme de qualité, des obligations, un, pour éviter d'escroquer les publics, et deux, pour éviter que l'argent public ou mutualisé soit financé autre chose que de financer des compétences. Alors, d'autres questions? Je vais passer sur la partie maintenant pédagogique et faire un focus sur la partie apprentissage. Je regarde l'heure. Ouais, j'ai encore un peu de temps. Sur la partie pédagogique, sur la partie apprentissage, il faut savoir que je vous le disais tout à l'heure, qu'il allait avoir un impact sur vos façons d'enseigner. L'indicateur numéro 13 est un bon exemple, et c'est le centre. Là, c'est que pour l'apprentissage, hein, ou ceux qui font du contrat pro. Tous les autres ne sont pas concernés. Ici, cet indicateur numéro 13 demande de prendre en compte ce que l'entreprise, en tout cas le maître d'apprentissage, a besoin en formation sur du court terme par rapport à son alternance. C'est-à-dire, je suis maître d'apprentissage et je vais vous demander de traiter une partie technique que le jeune ne maîtrise pas ou qu'il va devoir savoir maîtriser dans 2 semaines ou dans 1 mois. C'est-à-dire qu'on vous demande de prendre en compte aussi ce qui se passe en entreprise et d'anticiper un besoin à court terme de l'entreprise dans le cadre de votre formation et donc d'arriver sur une individualisation de la formation. Et donc là, en fait, c'est-à-dire que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on n'est plus sur des formations, on va dire, industrialisées où on a une évolution pédagogique de A à Z. On est réellement sur des parcours individualisés qui prend en compte les besoins de chacun des stagiaires et aussi le besoin de l'apprenti, du maître d'apprentissage et de l'entreprise. Donc il suffit, et donc c'est un exemple parfait que j'ai entendu hier, ils viennent en formation sur des machines dans un constructeur, l'entreprise peut très bien leur dire, voilà, merci de prendre en compte qu'ils sachent maîtriser tel ou tel outil, on va dire, technique de vérification, parce que la dernière fois j'ai vérifié qu'ils ne savaient pas le faire. Et donc là, vous avez l'obligation de changer de votre modèle un peu pédagogique traditionnel et de rentrer en lien avec ce que le maître d'apprentissage peut avoir envie d'améliorer ou faire. Et ça répond à la question que monsieur posait tout à l'heure, des raisons de rupture de contrat d'apprentissage, cette incapacité du jeune à répondre à une mission à court terme en plan technique, cet indicateur est là, entre guillemets, pour l'éviter, c'est-à-dire de faire en sorte aujourd'hui que vous soyez capable d'identifier ce que l'entreprise a besoin de faire avec son jeune et que le jeune le maîtrise pour qu'il soit opérationnel et que ça permette, entre guillemets, la longévité du contrat. Ça, c'est cette partie alternance. Apprentissage et alternance. Cet indicateur-là est le moteur de plusieurs autres, en partie le 8, le 11, le
le 8, pardon, le 6, le 8, le 10, le 11 et le 12 qui sont sur cette partie pédagogique et qui vont derrière. Première chose, toute la partie positionnement et la partie identification des besoins de l'individu. Chaque organisme de formation, qu'il soit privé, je veux dire privé, c'est-à-dire entreprise, c'est-à-dire formation non diplômante, ou diplômante, certifiante et en alternance, vous avez l'obligation de formaliser ce que le candidat ou l'apprenant veut faire, pourquoi il est là, et prendre en question, entre guillemets, voilà, en besoin ce qu'il veut faire. Deuxième chose, vous avez l'obligation de positionnement. Vous devez positionner chacun des individus à l'entrée de la formation sur les compétences qu'ils maîtrisent, techniques et soft skills, et entre guillemets définir une grille de compétences de chacun d'entre eux. Donc le positionnement, ça peut se faire de façon multiple. C'est déjà définir qu'il a un diplôme avec telle ou telle note, donc ça définit telle ou telle compétence. De l'auto-positionnement, par exemple pour l'entreprise ou en stagiaire, on s'auto-évalue, ce qui se fait déjà dans les langues, bien sûr. Ou bien sûr, ce qui peut se faire déjà des fois dans des tests de positionnement en entrée de formation. On vient en atelier, on fait faire des choses et on vérifie les compétences de chacun. Et donc ça, vous avez l'obligation de le suivre, d'accord, de l'identifier à l'entrée de la formation, parce qu'automatiquement, après, c'est des outils qui vont vous suivre par rapport à un référentiel spécifique. Et quand je vous parle de l'indicateur numéro 13, c'est par rapport à ce que le jeune sait déjà faire, ce qu'il a appris pendant l'école et le besoin d'entreprise, que vous allez faire un suivi de compétences. N'oubliez pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, tout le système de la certification de la formation professionnelle est aujourd'hui régi autour des modules de compétences, des blocs de compétences, des grains de formation, des grains de compétences. C'est ça, entre guillemets, qui est aujourd'hui, on va dire, le moteur de la formation. Et donc, vous devez aujourd'hui mettre en place un suivi de gestion des compétences en interne, des gens que vous formez, du positionnement en lien avec ce qui se fait en entreprise et jusqu'à l'évaluation. OK ? Donc ça, c'est toute la partie, on va dire, purement pédagogique, qui est énormément impactée. Et je ne vous parle pas de la possibilité de mettre en place du e-learning, de mettre en place des situations de formation en entreprise, etc., etc., etc. Donc ça, cette certification-là, vous avez vu, elle prend un certain nombre de choses assez importantes à mettre en place dans l'établissement et qui vous laisse à peu près 1 an pour pouvoir le faire. Est-ce que par rapport à ça, il y a encore des questions ou des remarques ? Oui. Bonjour, Jean-Yves Guével de Coulommiers. En fait, on va se retrouver à faire de la formation individualisée par personne. Il ne faudrait pas non plus se substituer à certaines formations constructeurs. Et est-ce qu'on va avoir aussi à un moment donné les moyens techniques sur les plateaux de formation pour pouvoir faire passer les messages et les compétences attendues par les tuteurs qui vont chapeauter en fait ces apprentis? En fait, l'objectif il y a un danger. Et là, j'en suis totalement conscient d'adéquationnisme, en fait, de la formation par rapport aux besoins de l'entreprise, spécifiquement. Et c'est un peu le modèle allemand qui est décrié par rapport à un modèle français où on estime que des fois, les jeunes qui sortent de formation ne répondent pas aux compétences et ne sont pas opérationnels à la sortie de leur formation. Le point, et aujourd'hui, l'objectif, c'est de trouver un modèle entre les deux, c'est-à-dire un modèle qui permet de faire en sorte que le jeune développe des compétences aussi en dehors de la partie professionnelle et devienne un citoyen, on le fasse grandir. C'est un peu la mission qu'on peut se donner dans les lycées publics et même dans les CFA au global. Et moi, je suis très, très attentif à ça. Et je pense que c'est les modalités en fait, pédagogiques qui vont changer. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on sait qu'un jeune s'ennuie à l'école et qu'en fait, il a l'impression de retourner à l'école à chaque fois qu'il rentre au CFA, c'est de montrer en fait l'intérêt de ce que la pédagogie peut apporter dans sa vie de tous les jours et surtout dans les missions qu'il a réalisées en entreprise. Et qu'une fois qu'il se rend compte de la réalité en fait, du savoir et de ce qui permet d'être efficace en entreprise, automatiquement on développe chez lui une appétence qui lui permet d'amener au-delà de l'adéquationnisme. C'est en tout cas ma vision pédagogique et je pense que l'indicateur numéro 13 est là aussi pour l'aider. Après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur la partie moyens, les OPCO vont être là pour financer les moyens. C'est-à-dire qu'ils ont de l'argent pour pouvoir investir de nouveaux outils, de nouveaux plateaux techniques pour répondre à ces besoins-là. Les entreprises
pourront participer au financement de ces plateaux techniques en déduisant leurs 13% de la taxe d'apprentissage en faisant de la donation. Et je vous le dis, les constructeurs qui sont là, quand vous allez donner du matériel demain pour que les jeunes bricolent dessus et apprennent, ils vont pouvoir le déduire de leurs 13% de leur taxe d'apprentissage. Donc les moyens, ils sont là. C'est-à-dire que l'argent, les 3 milliards d'euros chaque année qui permettaient déjà l'investissement d'ateliers, etc., ils n'ont pas disparu. Sauf qu'à la différence qu'ils soient entre guillemets partagés dans plein d'OPCA, des fonds libres un petit peu opaques, des entreprises qui ne payent pas leur taxe d'apprentissage, des régions qui se servent de la taxe d'apprentissage pour financer autre chose. Là, c'est dans un pot commun qui est France Compétences, au co-contrat, géré par des OPCO, où les choses vont être beaucoup plus strictes. Donc normalement, l'argent elle sera là. Il faudra juste que vous portiez des projets stratégiques de développement de vos structures de formation qui permettent, entre guillemets, de les mobiliser, tout simplement. D'autres questions ? Donc nous, centres de formation, avons donc toutes ces obligations, mais qu'est-ce qu'il en est pour les entreprises et les maîtres d'apprentissage ? Alors, il y a deux petites choses à savoir là-dessus. La reconnaissance en fait, du statut du maître d'apprentissage est dans la loi aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, l'entreprise a la possibilité de reconnaître, sur le plan salaire et autres, une reconnaissance de compétences supplémentaires de tutorat d'apprentis. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que je fais passer le message aux entreprises, mais valoriser, entre guillemets, une mission de maître d'apprentissage, c'est aussi un point important, et que sur le plan salarial, mais pas seulement. Deuxième chose, les OPCO ont l'obligation de financer les formations de maître d'apprentissage, qui répondent à la certification qui a été déposée par le ministère du Travail le 26 décembre 2018. C'est-à-dire qu'en fait, toute entreprise qui veut financer une formation qui réponde à ce bloc de compétences, entre guillemets, ils ont l'obligation de le financer, c'est marqué, c'est indiqué. Par contre, le point négatif, en tout cas pour l'instant, c'est que cette formation n'est pas obligatoire, à la différence du contrat pro, et qui peut être exigé par certains OPCO. Alors après, l'OPCO peut dire, si vous voulez que je vous finance, non, en fait, il ne peut pas. Non, il n'y a pas d'obligation aujourd'hui des entreprises de former leur maître d'apprentissage. Par contre, aujourd'hui, il y a une certification qui, on va dire, a été déposée au répertoire spécifique avec 2-3 blocs de compétences et qui sont, nous, on propose des formations de maître d'apprentissage, on en forme à peu près 100-200 par an. Et on voit, entre guillemets, voilà, c'est les fondamentaux du management d'apprentis par rapport à ce qui se passe et en lien avec le CFA. Donc ça, voilà ce que je peux vous dire sur la formation de la maître d'apprentissage. D'autres questions par rapport à cette certification qualité ? Remarques ? Ça va ? Ok. Et donc, ça me permet de terminer sur cette conclusion-là. Grosso modo, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, vous êtes sur un marché concurrentiel ouvert où ce sont les entreprises et les jeunes qui vont décider si demain vous existez encore ou pas. Je parle bien sur la partie apprentissage, sachant que sur la formation continue, on est déjà sur un modèle concurrentiel. Et donc, c'est la première arme, en fait, parce qu'on est au contrat, la première arme, en fait, dans le CFA, c'est l'accompagnement et la partie pédagogique qui va faire la différence. Votre capacité à innover sur le plan pédagogique, à être en lien avec les besoins à court terme de l'entreprise, tout en emmenant le jeune vers sa certification et son diplôme. Votre façon, entre guillemets aussi, et toute l'innovation pédagogique et les opportunités que vous allez pouvoir saisir pour, entre guillemets, faire évoluer ce que vous faites au sein des établissements et les moyens que vous allez, entre guillemets, pouvoir mobiliser financières comme moyens humains, temps, etc. Entre guillemets, la survie et l'évolution de vos structures respectives, elle va dépendre réellement des gens qui sont, on va dire, internes, et donc les formateurs. Et votre volonté, capacité à changer vos pratiques, à faire évoluer ce que vous mettez déjà en place, sachant que vous avez une liberté pédagogique qui vient d'arriver, qui n'existait pas avant. Et donc ça, c'est un point important à prendre. Et je vous dis bien, pour la certification qualité des lycées professionnels agricoles, par apprentissage les CFPPA, ce n'est pas la certification qui va être proposée pour tout le monde. Vous aurez une certification spécifique qui s'appelle le référentiel 132 et qui va sortir là au mois de septembre et que vous aurez l'obligation de passer. Et ça sera ce que je vous ai présenté, les critères, les 7 critères plus les 32 indicateurs, plus ceux qu'auront rajouté le ministère de l'Éducation, du ministère de l'Agriculture, que je ne connais pas encore. Bien que c'est important que vous le sachiez. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous faire sur la présentation de la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage.
Est-ce que je peux prendre encore une question ou deux sur tout ce que je vous ai présenté? Bonjour, Monsieur Routot, lycée Claude Lehec à Saint-Hilaire-du-Harcouët. Je me permets de poser une question. Donc nous sommes donc une CEP et un LPO, donc Éducation nationale. Comment on va évoluer, donc pour la réforme du CFA, donc nous sommes une UNIFA, donc il n'y a pas de souci, j'ai bien compris les tenants et les aboutissants, mais par contre pour nous, Éducation nationale, qu'est-ce que ça va changer? En fait, donc vous êtes un lycée professionnel, c'est ça? Voilà, lycée professionnel et lycée technologique, oui. D'accord, ok. Donc en fait, vous êtes une UFA, vous avez les mêmes obligations que ce que je vous ai présenté, sauf qu'en fait, c'est à mon avis, le GRETA qui va prendre la responsabilité des CFA académiques dans une fusion régionale. Bon, c'est à voir un peu, mais les GRETA vont reprendre les compétences formation continue et apprentissage, et donc gérer la partie unité de formation par apprenti. L'indicateur numéro 27 oblige juste, en fait, soit l'établissement à se certifier, d'accord ? Si vous avez pas, en fait, je vous donne un exemple. S'il existe ici des structures qui gèrent des unités de formation, on va être sous contrat, c'est-à-dire de vous sous-traiter la partie formation continue, il y a 3 possibilités. La première possibilité, c'est que cette UFA ne gère pas d'argent et ne gère pas de contrat après un OPCO ou des financements publics. Donc elle n'a pas d'obligation de certification. C'est en fait le GRETA ou le CFA académique ou le CFA hors mur qui le gère pour lui. La seule obligation du CFA qui vous gère, c'est de venir vous présenter ça, de vous former et de vérifier en fait que vous les mettez en place. Et donc ils vont vous auditer, eux, pour entre guillemets montrer aux certificateurs qui prennent en compte que vous mettez bien en place vos obligations. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est l'établissement lycée professionnel peut très bien, elle, décider de s'auditer, de se faire auditer pour avoir la propre certification, en fait, et de donner le justificatif à votre CFA hors mur, etc. Après, les lycées professionnels en tant que tels, aujourd'hui, il y a une réforme de la formation professionnelle qui va arriver sur les lycées pro. Je ne la connais pas. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Mais ce sera sûrement là où vous verrez quel est votre avenir par rapport à ça. Ce que je sais, c'est qu'en tout cas, les lycées professionnels publics, agricoles ou non, vont entre guillemets être poussés à développer leur offre de formation. Et pour des CFA privés ici, aujourd'hui, un des premiers concurrents demain, c'est en partie l'éducation nationale sur leur futur UFA dans tous leurs lycées professionnels. D'autres questions ? Oui, c'était juste une remarque. Je pense que vous allez nous fournir le petit diaporama. Oui, bien sûr, oui, je peux vous le fournir. Est-ce que ce serait possible éventuellement de nous mettre quelques liens vers des textes institutionnels? Alors, en fait, ou des... enfin, si vous avez. Alors, en fait, c'est très simple. Simplement, par exemple, les indicateurs. Alors, oui, je vous le mettrai, mais sur le site de Proactive Academy. Okay. Dans la partie blog, vous avez la page du web sur Internet la plus complète sur la certification qualité. Vous tapez même sur Google ou n'importe quel moteur de recherche, certification organisme de formation, vous tombez sur les sites de Proactive Academy. Il fait quasiment une 50aine de pages. Vous avez des vidéos, vous avez toutes les infos nécessaires pour pouvoir répondre en tout ça. Donc je pourrais vous mettre les liens, mais Proactive Academy ou certification qualité organisme de formation, CFA, vous trouverez toutes les infos. Et j'ai publié hier, en fait, le guide d'audit avec les modalités de preuve. Alors, les premières modalités de preuve, parce que c'est une première version, qui sont tombées, et avec les attendus et les modalités. Oui. Oui. Je pense que dans tout ça, il faut positiver, parce qu'on s'en va totalement vers la qualité. Donc, quand les entreprises sont passées ISO 9000 et tout ça, ça a été lourd. Mais on a mis des process en place qui ont amélioré les entreprises. Là, on pourrait tracer un parallèle avec le monde hospitalier, parce que la certification, elle existe aussi dans le monde hospitalier. Quand on rentre dans un hôpital, on fait aussi une enquête qualité, etc. Et maintenant, les parents d'élèves regardent de plus en plus la qualité des établissements avant d'y inscrire leurs enfants. Donc tout ça, je pense qu'on parle, c'est lourd, mais on part dans le bon sens. Et c'est incontournable, quoi. Je pense qu'il faut... Alors, en tant que qualiticien de métier, parce que j'accompagne des CFA dans leur certification qualité, je ne peux pas vous dire le contraire. Moi, je suis là pour vous donner une vision et vous expliquer ce qui est arrivé. Je ne juge pas ni les uns ni les autres. Je pense que vous avez largement les moyens et les énergies pour pouvoir le faire. Vous avez 12 mois. Vous pouvez vous faire aider, vous pouvez pas vous faire aider. Voilà, il y a des choses qui vont se faire. Je sais qu'à AgroSup
Dijon a un rôle là-dedans, donc ils reviendront sûrement vers vous là-dessus aussi. Ce qu'il faut savoir aussi, un point que je n'ai pas donné comme élément, c'est que les structures qui proposent des diplômes d'ingénieur dans l'agricole et qui sont CTI ne sont pas concernés par la certification qualité, hein, que vous le sachiez, parce qu'ils sont considérés déjà comme qualité. Alors, ça, entre parenthèses, ça, j'ai un gros doute, mais en tout cas, grosso modo, ils ne sont pas concernés par la certification qualité. Voilà, une autre question. Ouais, juste, je vais rebondir sur ce que disait le monsieur. Je ne suis pas d'accord avec lui du tout, dans le sens que, oui, pour les entreprises, la norme ISO 9001, c'est ça, a bien marché. Très bien marché. Nous, on est ISO 9001. Voilà. Le souci, c'est que si on transfère ça dans le public, ça n'a pas marché. Les hôpitaux, les services hospitaliers, ok, ils ont des beaux immeubles, des beaux couloirs, c'est propre. Mais si vous pensez que le système médical fonctionne bien en France, je ne pense pas. Je pense que c'est la catastrophe. Donc oui, ça marche bien pour les entreprises privées, pour le fonctionnement d'une entreprise. Mais pour tout ce qui est administration, tout ça, ça ne marche pas. Service public, voilà. Ça ne peut pas marcher. Tant qu'on n'arrivera pas à inclure le côté humain, ce qu'on est en train d'enlever, ça ne marchera pas. C'est votre commentaire, c'est votre opinion, je ne peux pas y répondre, je ne peux pas valider ou pas valider. J'ai un peu un niveau de neutralité sur le sujet. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions techniques par rapport en fait, à cette réforme? Non, c'est bon? Oui. Il me reste 4 minutes. 3 minutes. Je voudrais répondre à Cyril Thirouin chez Grégoire Besson. Je m'étais présenté déjà dans les formations ancien cancre pour des profs. Et je voulais répondre à ce que vous dites là. Hier, on a visité Pélinck. Et vous avez vu, il y a des tableaux d'affichage. Dans les tableaux d'affichage, il y a en fait un bouclage. Il y a un problème. C'est le système ISO. Hein. Il y a un problème qui est détecté. On trouve une action corrective et on vérifie que l'action corrective marche. Elle peut très bien être humaine, c'est-à-dire que dans un hôpital, si on détecte avec ISO qu'il y a un problème de personnel, eh bien c'est à la direction, c'est à je ne sais qui, mais on le boucle pareil. C'est pas l'humain doit rentrer dans ISO. C'est justement l'organisation, non seulement technique, matérielle, mais aussi humaine. Est-ce que c'est bon? Alors, en tout cas, on ne va pas rentrer dans le débat, parce que là, c'est un débat philosophique, et je pense que sinon, je vais louper mon train. En tout cas, je vous remercie pour votre participation. J'espère que les infos que je vous ai données vous seront utiles. Je vous souhaite une bonne fin d'université et je vous dis à bientôt. Merci en tout cas.